Le Vorarlberg, c'est un peu le Saint-Jacques de Compostelle de beaucoup d'entre nous, hein, depuis les années 90. Bertrand Barrère, vous êtes urbaniste et vous avez une connaissance particulièrement développée de cette région d'Autriche. Vous avez été très précieux pour la mission de paysage après pétrole dans cette région, par les connaissances que vous en aviez. Moi, j'ai remarqué dans le rapport qui en a été fait un processus très très transversal qui associe tout le monde, les artisans, voilà, vraiment hyper transversal, c'est assez remarquable. C'est un projet culturellement partagé par tous. Vous êtes plutôt, et ce sera un débat ici en France, sur la négociation plutôt que la règle. Et on parlera peut-être d'autres dimensions qui ont été débattues ce matin. L'architecture y est extraordinairement présente au sens d'une attention permanente qui rejoint les questions d'énergie forcément. Et c'est une population qui tient beaucoup à son échelle communale. Et c'est son niveau de citoyenneté est lié à l'échelle communale. Je vous en prie. Oui, absolument. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, pardonnez-moi parce que j'ai un problème de voix depuis. J'ai laissé ma voix sur le terri après-midi. Donc, je vais essayer d'arriver jusqu'au bout de la présentation. Et comme vous pouvez le remarquer, donc je ne suis pas autrichien. Je suis français, j'habite Paris, mais je suis allé de nombreuses fois dans le Vorarlberg, notamment pour y organiser des voyages d'études pour des parcs naturels régionaux. Donc j'ai une certaine connaissance du territoire. Parce que, malheureusement, il n'y avait pas d'intervenant du territoire francophone disponible pour participer à cette journée. Voilà, donc je vous invite évidemment à relire attentivement la monographie qui est très complète, très riche, très détaillée. Moi, je vais prendre un autre point de vue sur le territoire, parce que mon point de vue privilégié n'est pas forcément celui du paysage, mais je vais tenter de résumer ce qui me paraît vraiment le plus important à retenir de cette expérience. Voilà. Donc là, une vision un petit peu des paysages de moyenne montagne qui sont assez typiques de ce territoire. Donc le Vorarlberg, pour fixer un peu les idées, c'est un land, donc c'est une région avec une très large autonomie dans le cadre d'un État fédéral qui est l'Autriche, mais c'est tout petit, hein, c'est à la taille d'un département français moyen. Voilà, donc c'est 2600 km, 370 000 habitants, une centaine de communes et en fait une plaine centrale assez densément urbanisée, et puis des territoires de moyenne montagne et de haute montagne tout autour, avec une très forte identité paysagère. Alors il y a deux choses vraiment exceptionnelles dans ce territoire et qui font déplacer beaucoup de visiteurs. D'abord, c'est l'architecture. Je n'ai pas le temps de vous en faire un descriptif, un exposé complet. Sachez qu'il y a énormément de littérature sur le sujet. Il y a d'excellents bouquins qui ont été faits, dont celui qui est présenté ici. Il faut savoir que on vient du monde entier pour visiter ce territoire parce que l'architecture contemporaine, l'architecture du quotidien, est absolument exceptionnelle par sa qualité. C'est devenu littéralement un produit touristique qui attire des dizaines de milliers de personnes par an dans ce territoire, parce que c'est vraiment quelque chose d'inhabituel. Alors c'est inhabituel pour différentes raisons que je vous présente rapidement. C'est que une architecture de qualité, contemporaine de qualité, elle est présente en fait dans tous les types de programmes et sur tout le territoire. Donc de la maison individuelle aux bâtiments d'activité, aux bâtiments agricoles, aux bâtiments publics naturellement, que ce soit des tout petits programmes ou des choses beaucoup plus importantes, il y a partout un travail d'architecture extrêmement de très très haute qualité. Et donc ça se prolonge également par toute une culture du design contemporain, la production d'ameublement, la décoration intérieure, etc. C'est des choses qui sont rentrées dans la culture populaire du lieu. Hein. C'est très très exceptionnel. Il y a dans toutes ces réalisations une très haute qualité d'exécution. Tout est très très bien fait. Et voilà, les architectes qui ont l'occasion de visiter ce territoire vous le confirmeront. Généralement, ils sont assez scotchés.
Il y a également une banalisation de l'éco-construction. Pratiquement tout ce qui se construit peut être qualifié d'écologique à un niveau très, 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 très poussé. Il y a également quelque chose d'exceptionnel qui est vraiment lié au développement de l'architecture, c'est que en fait, tout est fait sur le territoire. Donc il y a à la fois les concepteurs, des concepteurs de très haut niveau, mais qui travaillent juste sur un tout petit territoire. Et puis il y a toute la filière de construction, depuis la production de matières premières. Donc on construit énormément en bois, pas uniquement, mais quand même beaucoup en bois. Il y a une filière bois exceptionnelle, c'est-à-dire que tout est fait sur le territoire. La production du bois, la transformation, les produits, les matériaux de construction semi-finis jusqu'à la réalisation, tout est fait généralement dans un rayon de quelques, voilà, de 10-20 km. Et il y a également en fait, c'est aussi une architecture qui a une très forte identité régionale, parce que c'est ce que j'ai voulu résumer dans la formule zéro kitsch, zéro égo, c'est-à-dire qu'ils ont complètement éradiqué le kitsch, qui était extrêmement présent sur le territoire il y a une trentaine d'années. On faisait beaucoup de maisons pseudo-tyroliennes, tout ça c'est complètement terminé. Et il y a en fait une expression architecturale qui est très basée sur le rapport au lieu, sur un rapport sensible, notamment aux volumétries des bâtiments dans les différents villages dans lesquels on construit, et puis aussi un rapport au paysage, notamment par les ouvertures, les vues sur l'extérieur. Enfin, il y a toujours un travail très sensible sur l'environnement et le rapport au lieu. Et du coup, c'est servi également par une pratique architecturale très modeste, très humble. Pour ça, ce que j'ai voulu dire dans zéro égo. Les architectes ont très peu d'égo là-bas, et ça fait du bien, ça fait rudement bien. Voilà. Je n'ai malheureusement pas le temps de développer certaines choses, on y reviendra peut-être. Après, le deuxième aspect tout à fait exceptionnel, c'est effectivement, ils sont très très avancés dans le domaine de la transition énergétique, donc à l'échelle du territoire entier. Alors, quand on parle de transition énergétique, c'est bien entendu là où on peut réellement faire ce travail à l'échelle d'un territoire. Donc, c'est la maîtrise de l'énergie dans l'habitat. Donc, concrètement, il y a maintenant quasi une généralisation de l'habitat passif. Donc, quasiment tout ce qui se construit ou qui se rénove, on est dans du passif, des constructions extrêmement performantes énergétiquement. Il y a également le sujet de la production de chaleur pour les bâtiments, avec, c'est pour ça qu'il y a une centrale thermique. La plupart des villages ont un réseau de chaleur alimenté au bois, avec cogénération, donc production d'électricité. C'est très très développé, quasiment généralisé. Et également l'électricité, avec, il y a évidemment de l'hydroélectricité traditionnellement, mais il y a énormément, un très grand développement du photovoltaïque et également de cogénération avec les centrales à biomasse. L'objectif qui a été annoncé déjà depuis très longtemps est le 100% renouvelable et local. Et il est très largement atteint, en tout cas au moins dans les parties rurales du territoire, voilà, sur ces domaines de l'énergie dans l'habitat et de l'électricité. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui explique effectivement le succès de cette transition énergétique? D'abord, il y a une vision politique de long terme au niveau de la région, au niveau du Land, qui s'est mise en place à partir des années 80, notamment en 85. Ils ont créé une sorte d'agence régionale de l'énergie qui s'appelle l'Energie Institute, qui fait un boulot extraordinaire depuis maintenant donc, plus de 30 ans. Voilà, un travail à la fois avec tout un travail de subventionnement, de l'éco-construction, et puis des politiques régionales de maîtrise de l'énergie et de développement du renouvelable qui ont été menées avec beaucoup de continuité sur toutes ces années-là. Donc tout ça, c'est totalement, c'est totalement consensuel au niveau de la politique locale. Personne ne remet ça en cause, bien sûr. Il y a une société civile également très active au niveau des communes. Donc il y a à la fois le niveau régional qui donne la direction, qui met en place des outils qui sont très importants, mais il y a du répondant au niveau local, et ça fonctionne bien parce qu'il y a ces deux niveaux qui fonctionnent bien ensemble. Donc il y a un emboîtement d'échelle avec une très bonne coordination entre l'État fédéral, bien sûr, mais aussi surtout le Land et les communes. Et entre les deux, il y a une échelle intermédiaire qui est apparue très récemment, qui est l'Energie Region, et ça on en parle très bien dans la monographie. Il y a aussi, par rapport à ces politiques publiques, une rigueur
qui est très intéressante, qui est un peu inspirée de ce qu'on voit dans l'industrie, d'amélioration, une logique d'amélioration continue. C'est-à-dire régulièrement, on fait le point, on regarde si on a atteint les objectifs, on regarde ce qui marche, on laisse tomber ce qui ne marche pas, on améliore sans cesse. Et ça fonctionne très très bien, il y a une vraie capitalisation. Et puis il y a un truc absolument génial qui s'appelle le programme 5, que je n'aurai pas le temps de développer malheureusement, mais qui est basé sur le principe de créer une acculturation sur les problèmes d'énergie au niveau des communes. Donc concrètement, en fait, chaque commune est invitée enfin celles qui le souhaitent, mais ça concerne la moitié des communes de la région, elles sont invitées à se donner des objectifs à 3 ans dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, du développement durable, etc. Et ceux qui portent cette politique, ce n'est pas les élus en fait, c'est un groupe de citoyens qui est formé dans la commune et qui bénéficie de formation, de conseils, de tout un appui technique, organisationnel, etc. Et la commune doit venir en point d'appui. Mais c'est des citoyens qui sont responsables de l'avancement des actions de développement durable dans leur commune. Donc là aussi, ça casse les clivages qu'il peut y avoir au niveau politique et ça en fait un sujet très, très consensuel. Ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, alors comment ils y sont arrivés? Parce qu'évidemment, c'est toujours la question qu'on se pose. Alors, il y a on raconte plein d'histoires. Une histoire est racontée notamment dans la biographie qui donne beaucoup d'importance à toute une jeune génération d'architectes qui est apparue dans le territoire aux années 70. Bon, je ne sais pas si c'est... Voilà, il y a plusieurs versions possibles, mais ça ne me paraît pas vraiment important parce que de toute manière, on ne reproduira jamais 2 fois la même histoire. Moi, ce que je vous propose en guise de conclusion, et c'est un point de vue très personnel, bien sûr, c'est de vous donner plutôt des facteurs que je mets en rapport avec le succès qu'ils ont eu sur ces sujets de développement durable dans le Vorarlberg. Et moi, j'en identifie 4 qui me paraissent extrêmement significatifs. Ça ne signifie pas qu'il faut les avoir tous pour faire quelque chose d'intéressant, mais ça aide quand même bien. Alors, le premier point d'appui que je trouve vraiment remarquable, c'est qu'il y a des échelons de gouvernance qui sont extrêmement simples et extrêmement forts parce qu'ils sont très proches c'est les échelons de gouvernance les plus naturels et les plus spontanés pour les gens, ceux qui créent vraiment la proximité entre le citoyen et l'élu. Donc il y a le Land, donc, qui a une tradition historique très longue. C'est un territoire assez petit quand même, on est quand même très proche du pouvoir, qui a aussi donc des attributions très très larges, une très grande décentralisation, et puis en même temps qui a une épaisseur historique et une valeur d'identification. Et puis il y a aussi la commune. Et alors ça c'est tout à fait remarquable, et on a eu la confirmation quand on y est retourné la dernière fois, c'est qu'il ne faut pas parler, faut pas parler aux élus du Vorarlberg de fusion communale. Pour eux, c'est inenvisageable. Le bon échelon, c'est la commune. Ils y sont très, 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 très attachés. Voilà, et ça a l'air de marcher très bien. Il y a également, très important aussi, il y a beaucoup de décideurs économiques dans le territoire. Et ça, c'est très, très important, à mon avis. Il y a encore des banques locales, il y a encore des compagnies d'électricité locales. Il y a des médias, il y a un quotidien local du Vorarlberg. Il y a des supermarchés locaux qui vendent énormément de produits de la région. Il y a tout un tissu de PME locales qui sont attachés à leur territoire. Et il y a une très, très forte sensibilité. On parle énormément de circuits courts. Ça fait vraiment partie aussi de l'ère de la culture locale. Et il y a des monnaies locales qui sont utilisées de manière très, très forte. Voilà, donc ça fait partie aussi de l'ADN du territoire. Après, il y a des attitudes culturelles, là, on peut en discuter longtemps, qui, selon moi, échappent à la modernité, pas dans le sens où elles sont archaïques, mais dans le sens où elles sont intemporelles, et à mon avis, sont des valeurs positives. Il y a l'amour du travail bien fait, c'est très très fort, ça, c'est relié à un très haut statut dont bénéficient encore les artisans. Le métier d'artisan, c'est noble là-bas. Dans les écoles communales, dans les petites écoles de village, on apprend aux gamins à faire des trous dans le bois, à scier, etc. C'est partie des choses qu'on enseigne aux enfants. Il y a ensuite un sentiment, évidemment, un sentiment identitaire local très fort. Il y a un dialecte du Vorarlberg, il y a un attachement quand même, il y a vraiment le sentiment d'appartenance à cette communauté. Il y a également une très forte volonté de conserver une économie à visage humain, où les gens se connaissent, où on travaille dans des petites structures,
avec des liens interpersonnels qui sont très importants. Voilà, bon là aussi je n'ai pas le temps malheureusement de développer. Et puis il y a une certaine forme d'horizontalité des relations sociales. Alors évidemment ça, moi je l'ai observé notamment dans la relation entre les architectes et le monde du bâtiment. Il n'y a pas ce clivage entre celui qui sait et celui qui exécute. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Il n'y a pas non plus ce clivage entre l'élu et l'architecte. C'est pas non plus du tout les relations qu'on connaît chez nous. C'est quelque chose de beaucoup plus horizontal et consensuel et constructif selon moi. Et puis évidemment, il y a un autre facteur qui est important, c'est que c'est un territoire prospère. Voilà, il y a très peu de chômage dans les projets suisses. Et puis c'est une économie en bonne santé, effectivement, et ça c'est un paradoxe qui est très bien intégré dans la mondialisation. Ils exportent beaucoup, ils ont des PME très performantes, donc c'est sûr que c'est un territoire riche. Donc tant mieux, ça leur permet de faire plein de choses intéressantes, mais ça n'est pas du tout évidemment il y a plein de territoires riches qui utilisent très mal leur prospérité, donc ça n'est pas en soi une condition suffisante. Et je terminerai là-dessus. C'est aussi un des paradoxes de notre époque. Moi, je pense qu'on est dans un système économique global qui est totalement anti-transition. Il faut bien aller vers la transition, c'est faire acte de résistance. Il faut vraiment résister pour essayer d'aller un petit peu dans un sens divergent. Donc quelque part, c'est vrai que le secret, le défi, c'est d'avoir quand même un pied dans le monde tel qu'il est aujourd'hui pour quand même faire fonctionner la machine et assurer la fin de mois. Et puis en même temps, essayer quand même de travailler à une résilience plus forte du territoire. Donc investir dans des choses qui rendent le territoire plus riche et plus résilient aussi par rapport à ce qui pourrait nous arriver par la suite. Voilà, excusez-moi, j'ai été trop long évidemment. Mais, merci beaucoup. Merci de votre attention.